Hey, salut tout le monde, c'est Aces, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, qui n'est pas un gameplay ou une présentation de deck comme les précédentes vidéos, comme les autres vidéos. Aujourd'hui, on va pour la première fois sur cette chaîne discuter d'un patch, plus précisément du patch, comme vous le voyez à l'écran, 34.6, qui a eu lieu le 9 février. À l'heure actuelle, on est le 12, la vidéo est tournée et sortira le 12. Donc c'est un patch qui a eu pour but de buffer, un gros patch de buff sur plein de cartes qui vont sortir du set standard dans un mois, un peu plus d'un mois, à la sortie de l'extension Cataclysme, donc à la rotation. Donc il y a un gros buff de certaines cartes. C'est pas le dénerf, parce que souvent une ou deux semaines avant la rota, on a un dénerf. Toutes les cartes qui avaient été nerfs se font dénerf. Peut-être qu'il y aura ça plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas là, ça n'est pas le cas. C'est vraiment des cartes qui se font buffer, qu'on a pour certaines pas beaucoup vues, pour d'autres pas du tout. Et voilà, donc on va analyser ce patch 3 jours après sa sortie. Je préfère faire une vidéo maintenant pour expliquer ce que j'en pense, après avoir joué les decks, après avoir vu les decks être joués, plutôt qu'avant pour spéculer, parce que voilà, je trouve que c'est toujours plus intéressant d'en discuter ensemble, maintenant que tout le monde a vu à peu près ce que ça donnait. Donc je suis très intéressé par vos avis aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez sur telle ou telle carte, si vous êtes content ou pas dans l'ensemble du patch. Moi, je vais être honnête, je suis très content de ce patch, parce que je trouvais la méta vraiment très redondante et assez désagréable à jouer. Donc là, je suis très content de ce patch. Il y a beaucoup de nouveaux archétypes, de nouvelles cartes qui sont jouables et qui donnent un vent de fraîcheur à ce jeu. Et donc, on va analyser tout ça ensemble. Alors pour cette review, j'ai décidé de commencer par traiter les cartes les moins intéressantes pour aller progressivement vers les cartes les plus intéressantes. Comme ça, on balaye assez rapidement les cartes que je considère en tout cas moins intéressantes, pour passer plus de temps sur celles qui ont vraiment changé le jeu. Sauf pour la première carte, où là j'étais obligé de commencer par cette carte, évidemment je n'avais pas le choix. C'est le maître de guerre Corne Noire, c'est un nouvel ajout, c'est une nouvelle carte tout simplement, qui appartient au set suivant, donc le Cataclysme, à l'instar d'Amas de Goudron, c'est une carte qui est ajoutée avant la sortie du set, qui est gratuite, qui est offerte à tout le monde. Donc c'est une légendaire 6/6 pour 7, qui en cri de guerre détruit toutes les cartes coûtant 2 cristaux ou moins dans la main et le deck de chaque adversaire. Pourquoi je décide de parler de cette carte en premier? Parce que cette carte, actuellement, met en échec la majorité des decks top tier de la méta. Cette carte, l'existence même de cette carte, empêche de jouer chasseur découverte. Cette carte est jouable dans des guerriers, dans des DK, dans des rogues même. J'ai essayé de la mettre dans un rogue imbue, bon qui a pas trop gagné, mais elle est jouable en fait, parce que ok vous détruisez votre deck, mais dans tous les cas il faut un T7 dans rogue imbue, et le T7 qu'on joue est mauvais, c'est le sort à 7. Et voilà, si ça peut vous permettre de gagner des match-up. Elle met en échec complètement aussi DH cycle et DH amas de goudron cycle aussi, parce que bon bah contre un deck contrôle, c'est bien de mettre des amas de goudron et des 5-3 parce que ça met beaucoup de pression, mais au bout d'un moment vous aurez quand même besoin de tuer avec un gros burst, et ce gros burst c'est Broxigar, et évidemment ce maître de guerre tue Broxigar et les portails, donc vous n'avez aucun moyen de vous en sortir. Donc voilà, cette carte est extrêmement importante parce qu'elle rentre naturellement dans les guerriers et qu'elle est forte dans presque tous les match-ups. En fait, c'est phénoménal à quel point juste l'implémentation de cette carte met en échec énormément de decks. Évidemment, druide aussi, c'est injouable. Un druide spell power, on gagne plus grâce aux petits sorts parce qu'on n'a plus de petits sorts. On peut peut-être gagner grâce au swipe et on peut trouver des moyens détournés. Mais en fait, contre guerrier quête par exemple, il faut que vous l'ayez tué avant le tour 12, parce que tour 12, tour 11 il va jouer la Torvus, il va aller piocher ses deux, il va aller piocher avec la brochure ses sorts, ou tour 12, et il va vous tuer tour 12 ou tour 13 avec un Murozon, parce qu'en ce moment les decklists de guerrier quête c'est plutôt des decklists turbo, qui jouent la brochure et Murozon. Donc en fait vous devez le tuer vite, et ce maître de guerre Corne Noire qui va détruire tous les petits sorts à 2, ça va faire que en druide vous serez obligé de tuer avec des swipes, parce que c'est le seul sort de dégâts qui subsiste, ou alors avec la flasque, mais personne n'a envie de jouer la flasque, parce que la carte est juste mauvaise. Donc voilà, c'est tout simplement, ça va devenir très difficile à mettre en place, à mettre en œuvre, et du coup, ces deux decks qui sont druide, spell power
et chasseurs découvertes ne peuvent plus exister dans la méta actuelle en fait. Parce qu'ils se prennent toujours une pression monstrueuse par les decks aggro et ils perdent toujours les mêmes match-up qu'avant. Sauf que maintenant, leurs bons match-up qui étaient les listes plutôt lentes, je parle même pas de contrôle parce que DK c'est un peu plus lent, mais c'est pas du contrôle. Mais maintenant, toutes ces listes lentes ont un outil qui permet juste de gagner la partie. Contre chasseurs découvertes, ça détruit les élèves des marais, ça détruit les rangaris, ça détruit tous les petits sorts que vous avez déjà, ça détruit les potions des mixologues, des trucs comme ça. Donc en fait, vous pouvez théoriquement toujours gagner, hein, parce qu'il vous reste 2 mixologues et escrocar après Eniri après cette carte. Donc théoriquement, escrocar ça peut vous mettre 12, mixologue, les 2 mixologues ça peut vous mettre 12, donc vous pouvez encore avoir 24 de burst. Vous pouvez vous débrouiller pour avoir 24 de burst derrière, mais vous pourrez plus rien dupliquer. Tous vos moyens de dupliquer, vos élèves et vos rangaris disparaissent en fait à cause de cette carte. Donc pour moi cette carte est juste phénoménale. Vous avez même pas besoin de la jouer. En fait, juste son existence va modeler la méta. Aucun deck aujourd'hui ne peut, enfin en tout cas aujourd'hui après la sortie de ce patch qui fait que cette carte est énormément jouée, aucun deck ne peut se dire je ne joue pas autour de ça. Tous les decks sont obligés de jouer autour de ça parce que sinon il y a juste des games que vous allez perdre en fait. Le mec va slam ça sur 7 et vous allez perdre la partie. Le problème de cette carte, c'est que si vous prenez trop de pression, trop de tempo, ça va être très difficile de survivre. Hein. On l'a vu, hein, parce que j'ai notamment avec le démoniste, avec mage aussi, parfois c'est compliqué de perdre son tour 7 pour poser ça. Donc c'est fort, hein, ça détruit le deck adverse. Mais parfois juste ça vous coûte trop cher en fait, ça vous coûte trop cher en tempo. Donc vous allez perdre, mais contre certains decks qui vous tuent de la main, notamment, ce qui est assez toxique, hein. Du coup c'est pas forcément un mal hein, que cette carte existe, mais voilà, c'est certains decks qui tuent de la main, certains decks qui ont une curve très 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 basse avec des cartes qui ont un coup bas et qui sont utiles même dans le late game, hein, parce que t'as beaucoup de decks qui ont des cartes qui coûtent pas cher, mais quand vous arrivez dans le late game, ils ont plus envie de les piocher. Un DK n'a pas envie de piocher un maître chien au tour 11 par exemple. Du coup ça peut être très bien même dans le DK pour épurer votre propre deck en fait. Non seulement vous cassez les win conditions de votre adversaire, mais en plus vous épurez votre propre deck pour atteindre plus facilement vos cartes clés, hein, vos cartes de late game tout simplement. A noter que ça détruit aussi les cartes qui se réduisent, hein, donc ça détruit l'étendue infinie, ça détruit les colosses s'ils ont été réduits par les portails, hein, par les lieux. Mais bon, ça n'arrive pas en général. Si vous jouez colosse et que vous savez que cette carte existe, vous ne passez jamais vos colosses à 2 ou moins. Mais voilà, cette carte a même des intérêts autres que juste pour annihiler les combos de vos adversaires. Ça peut vous permettre voilà, d'avoir une tempo plus impressionnante en détruisant des moyens de gestion de votre adversaire. Voilà pour cette carte à peu près. Pour moi, est-ce que je l'aime? Je sais pas. Je sais pas si j'aime bien cette carte. J'avoue qu'aujourd'hui, ça fait un vent de fraîcheur, donc c'est assez agréable d'avoir une carte comme ça dans le jeu parce que vu que ça met en échec certains decks, c'est quand même vachement fort. Mais j'aimerais bien quand même que par la suite cette carte se fasse nerf parce que je pense pas que ce soit très sain dans le jeu de détruire des decks simplement avec une carte. Enfin, je trouve ça assez toxique déjà. Ça limite la puissance de plein de decks, même des decks aggro parfois. Si on arrive à mana cheat ce maître de guerre corne noire, ça pourrait être vraiment gravissime. Donc voilà, je suis un peu dubitatif sur le futur de cette carte. Je veux pas, surtout que c'est la première extension de l'année, je veux pas que cette carte reste telle quelle pendant 2 ans parce que ça va vraiment restreindre énormément la quantité de choses qu'on pourra jouer dans Hearthstone. Donc j'aimerais bien voilà, qu'elle passe à 9, qu'elle fasse encore plus de pertes de tempo, qu'elle passe 4-4 par exemple, une 4-4 pour 7 ou une 4-5 pour 7, quelque chose comme ça. Ou alors qu'elle détruise les cartes qui coûtent 1 ou moins. Enfin, j'aimerais un nerf dans le futur de cette carte. Pas tout de suite, parce que tout de suite j'aime bien son concept. Mais voilà, je pense que cette carte mériterait de se faire nerf au bout d'un moment. Donc on passe à la suite, hein, là on va survoler des cartes un peu moins intéressantes. À commencer par DK avec Docteur Aphistol, donc il passe de 6 mana à 5 mana, il garde le même effet, donc c'est un tour 5 où vous allez découvrir un tour 5, un tour 3, un tour 1, et ils vont s'invoquer à la suite en râle d'agonie. Cette carte est pas forte, certes c'est une pile de stats, mais bon, rien faire sur tour 5 quand même, DK fait un petit peu mieux que ça. Je vois pas trop dans quel match-up ce serait broken, c'est assez sensible à Escrocar, c'est assez sensible à tous les silences, même si on n'a pas des masses dans le jeu actuellement. Donc pour moi ça n'aura aucun impact et ça n'a eu aucun impact pour le moment, d'où l'avantage de faire cette vidéo après le patch. Oulu, aucun impact, hein, gagne 2 options, choix des armes aléatoires chaque tour que cette carte reste dans votre main, ça coûtait 5, maintenant ça coûte 4, toujours injouable évidemment parce que des effets de choix des armes c'est très nul. Réunion d'urgence qui passe de 2 cristaux de mana à 1 cristal de mana,
C'est toujours pas très fort, hein. Le DH Crewmate est pas très fort. L'avantage c'est que ça se curve sur le T2. Cela dit, si vous le curvez sur le T2, ça veut dire que tour 2 vous pourrez pas jouer le démon. Donc, enfin, je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Ça reste pas très fort, hein. Ça ne reste pas jouable. Et d'ailleurs, ça n'a pas été joué. Sisigi qui passe 4-4 pour 3, donc qui garde le même effet. Donc c'est juste un tour 3 extrêmement surstaté. Théoriquement, c'est très fort. Le problème, c'est que bah, aujourd'hui, les râles d'agonie qui coûtent 4 ou moins, bah, on a Amas de Goudron. Amas de Goudron, c'est juste beaucoup trop fort. Amas de Goudron, ça curve sur la 5-3. Donc, juste, Sisigi n'est pas jouable en fait, parce qu'elle prend ce slot qui a déjà une des meilleures cartes du jeu à l'intérieur. Donc voilà, un râle d'agonie à 4 ou moins, vous ne pouvez pas jouer autre chose qu'Amas de Goudron. Amas de Goudron est juste systématiquement meilleur dans toutes les circonstances. Mais voilà, si Amas de Goudron n'existait pas, cette carte serait très forte. Xortot, le briseur d'étoiles qui coûte maintenant 5 de mana, il coûtait avant 6, hein, donc il met 2 étoiles aux extrémités de votre main, et une fois qu'elle se collisionne, ça inflige 5 points de dégâts à tout le monde. C'est toujours injouable évidemment, hein, c'est pas son cool problème, enfin, s'il coûtait 2 ce serait fort, hein. Le problème c'est que son effet est atroce et beaucoup trop lent. Emmet en chasseur, chasseur en mousse qui coûtait 5 mana, qui coûte maintenant 3 mana, avec une petite réduction de stats, il me semble qu'il était 3-5 pour 5 ou 3-6. Donc, qui fait qu'à chaque fois qu'une bête alliée est morte, vous obtenez une bête légendaire aléatoire du passé. Elle coûte 2 cristaux de moins. C'est bien sûr évidemment toujours très nul. Un chasseur bête en plus n'est plus jouable. Quand bien même il serait jouable, on ne jouerait pas à émettre dedans. C'est trop random. Gorm, le mange-monde, qui n'a pas de changement de stats, mais la différence c'est que maintenant, à la fin de votre tour, quand il mange le serviteur à sa droite, il se réveille 2 tours plus tôt. C'est toujours évidemment très nul, hein, une 12-12 que vous jouez sur le tour 3, mais qui se réveille sur le tour du coup 4, 5, qui se réveille sur le tour 6. C'est quand même assez lourd, hein, sachant que le tour où elle se réveille, elle fait rien. Alors si vous la réveillez à la fin de votre tour, si elle mange 3 créatures, elle se réveillera à la fin de votre tour et vous pourrez attaquer avec sur le tour 6. Mais en général, elle va se réveiller sur le tour 6 et vous pourrez attaquer avec sur le tour 7. Et bon, votre adversaire a largement le temps de se préparer, hein, surtout que ça vous fait rater votre tour 3. Enfin, cette carte est horrible, injouable, absolument injouable. Aucun deck ne veut la jouer. Parce qu'en plus, elle vous demande de sacrifier des créatures. Donc, elle a un downside en fait. Elle a 2 downsides. Vous perdez votre tour 3. Quand vous la jouez, il se passe rien. Et en plus, elle vous mange des créatures. Enfin, c'est atroce, injouable, bien sûr, pas joué. Exarchotar qui passe de 4 à 3 mana, un cri de guerre. Si vous construisez un vaisseau, vous obtenez 3 sorts des arcanes différents de chaque classe, de n'importe quelle classe. Le coût est réduit de 2 cristaux. C'était la meilleure carte de Druide Vaisseau, déjà. Druide Vaisseau qui était un deck qui n'est pas joué. Je trouve ça curieux, moi, d'améliorer la meilleure carte d'un deck nul. J'aurais plutôt tendance à vouloir améliorer les autres cartes, parce qu'améliorer la meilleure carte, c'est peut-être... cette carte sera jouée dans tous les cas dans ce deck. Est-ce que l'amélioration d'Otar fait que maintenant le deck peut être jouable? Je ne pense pas. Je pense pas que le deck soit jouable, hein, avec la perte du cristal de défense, quoique il était déjà pas trop joué dans ce deck. Mais ouais, j'ai un petit peu de mal à l'idée de buffer la meilleure carte, quoi. C'est juste ça. Je pense qu'il aurait fallu aller améliorer d'autres cartes, des sorts d'arcane, faire des meilleurs sorts d'arcane, puisque c'est la mécanique autour du vaisseau. Donc je pense que ça changera rien. Pour l'instant, j'ai pas vu vraiment... Enfin, j'ai vu des gens tester, mais j'ai rien vu d'extraordinaire en druide vaisseau. Donc pour moi, ça n'est toujours pas jouable. Irel, lueur d'espoir. Alors là, on a un petit package. Irel et explorateur interstellaire, qui sont 2 cartes qui fonctionnent avec les Libram. Donc Irel qui passe de 4 mana à 3 mana, et qui a rué Herald d'Agonie, vous obtenez 3 Libram différents d'une ligne temporelle ancienne. Donc les 3 Libram, c'est le Libram pour 2 qui donne +1/+1 à un serviteur, et Herald d'Agonie ramène le Libram dans votre main. C'est le Libram qui, pour 5, va abaisser tous les PV des serviteurs adverses à 1 et vous donner une arme 1/4. Et le Libram qui, pour 8, va vous soigner de 8 et invoquer une 8/8 provocation bouclier divin, il me semble. Ou juste bouclier divin, je sais plus. Et voilà, donc les Libram bien sûr sont réduits aussi par vos autres cartes, et ces Libram comptent dans la réduction. Et donc voilà, elle a rué Herald d'Agonie, elle vous donne ses Libram. Donc maintenant elle coûte 3. Que vous la jouez sur 3 ou sur 4, ça change pas grand chose. De toute façon, vous jouerez pas les Libram tout de suite, hein, parce que 3 en plus c'est le spot de... Pardon. 3 c'est le spot de l'arme. Donc vous préférez jouer une arme à IRL en fait. Elle se curve mal, Sur 3 elle prend le spot de l'arme. Sur 4 elle prend le spot du T4. Donc je sais pas, dans tous les cas ça se curve pas très bien. Peut-être là, lui donner plus de stats, lui donner provocation éventuellement aussi, et la faire coûter 5, je sais pas, histoire que ça se curve quoi. Parce que là c'est un peu
c'est un peu agaçant de voir que juste bah, vous avez pas envie de la jouer en fait. Vous avez pas envie de la jouer sur 3. Bon, si vous avez rien d'autre, vous allez le faire, hein, mais voilà, c'est un peu un problème parce que bah, surtout les Librams que vous allez récupérer, vous n'allez pas les jouer tout de suite. Si vous la jouez sur 3, ça veut dire que vous réduisez pas vos Librams. Donc bah, vos Librams coûtent toujours le prix fort et vous ne voulez pas jouer des Librams au prix fort dans ce deck. Donc je sais pas, je pense que le buff d'Irel change pas grand chose. C'était déjà une ok carte dans le match-up, hein. Encore une fois, hein, c'est comme Otar. On buff une des bonnes cartes du deck. Bon bah c'est dommage. Autant buffer des moins bonnes cartes. En parlant de moins bonnes cartes, on a l'explorateur interstellaire qui était anciennement 4-2 pour 4 bouclier divin, cri de guerre et réduit le coût de Volibram de 1 cristal pendant cette partie. Et maintenant il gagne aussi en râle d'agonie. Alors j'aurais préféré qu'il gagne en cri de guerre réduit de 2 plutôt qu'en râle d'agonie. Parce que bah, le râle d'agonie il est long à activer. Si votre adversaire vous le clear pas, le râle d'agonie s'activera sur le tour 6 si vous faites des trades. Bon, après vous pouvez décider de mettre la pression aussi, hein. Mais parce que vous le jouez sur 4, vous avez 1 de réduction, sur 5 vous cassez le bouclier divin, sur 6 vous tuez votre créature. Donc ça je sais pas, je suis un peu dubitatif quant à la façon dont ils ont opéré le buff. Bon, si c'était 2 en cri de guerre je pense que ce serait un peu fort. Mais voilà, j'aime bien parce que cette carte était évidemment beaucoup trop faible, hein. Elle était injouable, même dans les decks Libram, quand Libram était joué, quand on avait la 1-2 qui allait piocher l'arme, quand on avait le Cowboy qui réduisait de 2 votre prochain sort du sacré. Bon, c'était pas très fort, hein, c'était pas top méta, mais quand c'était jouable, on ne jouait pas cette carte. donc maintenant peut-être qu'on pourra la jouer parce que c'est un peu plus intéressant. Surtout qu'on n'a plus le tuto de l'arme, donc on est plus sûr de pouvoir réduire avec l'arme. Mais voilà, j'ai vu des gens un peu tester Libram, pas en top légende, hein, parce que j'en ai croisé aucun. Moi je joue autour du top 50, hein, mais j'en ai croisé aucun. Mais voilà, j'ai vu quelques streamers, quelques personnes le jouer, donc pourquoi pas. Je pense que c'est toujours très faible et que ça change pas grand chose. C'est le meilleur changement, je pense, c'est cette carte. Ça peut vraiment changer l'archétype, mais on manque toujours de moteur de pioche, on manque toujours de bonnes cartes paladin. Je pense pas que ce soit suffisant. Prêtre, la voyante du crépuscule, anciennement passe le coup de la carte au sommet de votre deck à 1 cristal, maintenant c'est à 0 cristal. C'était déjà un mana cheat insane à 1 cristal, donc c'est tout autant insane à 0 cristal. La seule chose que ça change, c'est que du coup sur le tour, si vous avez Narin qui est en jeu, vous pourrez jouer la carte sur le tour où vous posez la voyante. Donc admettons que vous fassiez tour 4 Narin, tour 5 voyante et que la carte sur le dessus de votre deck ce soit Aviana, vous avez gagné la partie. Mais bon, ça arrive peu. Prêt de contrôle c'est un mauvais deck et de toute façon cette carte est mauvaise, hein, que ça coûte 1 ou 0, ça change absolument rien en réalité. Donc voilà, c'est aucun changement, toujours pas jouable. Ascara, qui avait en cri de guerre votre prochain Draenei invoque une copie de lui-même. Maintenant, c'est vos 2 prochains Draenei invoquent une copie d'eux-mêmes. C'est toujours nul, on n'a rien à copier en prêtre. Y a le bouclier d'Ascara, du coup, la 4-8, bouclier divin, provocation, j'ai plus exactement les stats, qui est atroce, hein, évidemment. Si vous arrivez à pull off cette combo, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez jamais à sortir cette combo. C'est pas intéressant de jouer Ascara juste pour le bouclier d'Ascara derrière. Velen, ça sert pas à grand chose, parce que du coup, ouais, ça recastera des duplications, mais Velen, vous l'avez qu'une fois. Enfin, c'est nul, c'est pas jouable. Allez, on passe à la suite. Caresse, star du cabaret, donc la légendaire chaman qui était 5-5 pour 5, qui passe 3-3 pour 3 avec toujours le même effet. Jouez 2 écoles de magie différentes tant que ce serviteur est dans votre main pour le transformer. Alors si vous jouez un sort de gifle, ça gèle 2 serviteurs adverses aléatoires. Si vous jouez un sort de feu, je crois que ça met 5 points dégâts face, etc., etc. Un sort de nature, ça donne plus 2 et provocation. C'est nul, c'est toujours nul. En fait, vous ne pourrez jamais la jouer sur 3 presque. En DK, peut-être ça peut se jouer parce que vous pouvez jouer 2 bleus et jouer le corps de l'hiver. Mais bon, si vous voulez slam ça sur 3 et que vous avez joué un sort de gifle, ça va geler 2 serviteurs adverses, donc c'est pas le plus impressionnant. C'est trop faible, hein, et le fait en fait on perd 2-2 de stats qui était quand même assez intéressant parce que vous voulez slam ça après avoir joué des sorts en main, donc vous n'allez pas le slam sur le tour 3 et du coup si vous le jouez sur tour 6-7, c'est une 3-3 quoi, donc même avec plus de provocation, c'est une 5-5 provocation. Même avec les effets que ça a, ça met aucune pression. C'était déjà très faible à cause de son coût. Maintenant, c'est très faible à cause de ses stats. Donc ça n'est toujours pas joué, hein, toujours pas jouable. Comme toutes les cartes précédentes.
Tranche-Mi, dont la seule différence est que la tranche de pain passe à 2 mana au lieu de 4 ou de 3, je sais plus si c'était à 4 ou à 3, maintenant en tout cas ça coûte 2, extrêmement nul, hein. Il y a quelques decks qui ont essayé de la jouer, mais c'est pas fort. En chasseur ça peut être jouable, parce que tu peux jouer Tranche-Mi et derrière aller faire observation des oiseaux, et après tu peux dupliquer ton pain, ton sandwich avec Élève des Marées, mais c'est très niche, ça n'arrive jamais. Injouable. Moldara, injouable, hein. C'est toujours le même effet, sauf qu'en cri de guerre, elle pioche une spore, donc c'est très nul. Botface, qui coûte 1 de moins, c'est toujours très nul, hein, bien sûr, c'est encore une fois injouable. Maintenant, on va passer dans les classes intéressantes. Donc en voleur, on a Petit Larcin, de 2 à 1 mana, vous obtenez 2 sorts aléatoires à un cristal d'autre classe. C'est injouable, hein. Des sorts à 1 mana, il y a déjà 2 slots qui sont pris, qui sont pris en rogue, hein, avec l'essence du cauchemar et déjà vu, qui sont les 2 meilleurs sorts à 1 de tout le jeu, donc on ne peut pas rajouter ça. Surtout que ça c'est un sort à 1 qui prend le slot de 2 très bons sorts à 1 et qui vous donne encore des sorts à 1, donc laissez tomber, injouable. Espionnage institutionnel, qui va placer une carte de chaque classe dans votre deck et qui coûte 1 cristal. Maintenant, vous allez en piocher une. C'est toujours injouable. C'est toujours pas jouable, hein, évidemment. Ça n'est pas fort, ça n'est pas une bonne classe. Une bonne carte, pardon. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans les cartes jouables. Et on va commencer par Maestra, qui passe de 6-5 pour 5 à 3-2 pour 2. Et qui a toujours en cri de guerre, découvre une carte héroïque du passé qui est le touriste pour démoniste. Alors, d'une autre classe, hein, donc vous pouvez pas trouver un héros voleur. Pourquoi on joue Maestra aujourd'hui? Déjà pour jouer Rogue Cycle, et déjà c'est un petit buff à Rogue Cycle, hein, parce que je pense si Rogue Cycle peut souffrir de la nouvelle légendaire, parce que vous jouez Incendius sur 6. Donc votre adversaire, si vous êtes sur la coin, votre adversaire pourra vous casser vos éruptions. Donc attention, Rock Cycle est je pense pas jouable actuellement. Mais ça reste un buff de Rock Cycle. Maestra est très forte aussi, enfin très forte, dans un deck pas très fort, mais elle est très forte dans ce deck. Dans le deck voleur Tess Infini, hein, où le but c'est de jouer Maestra pour changer de héros, et que du coup votre Tess rejoue toutes vos cartes voleurs. Et en carte voleur, il y a une carte qui fait que vous détruisez 2 serviteurs adverses, et il y a une carte qui fait que vous envoyez 3 dagues qui infligent 2 points de dégâts à votre adversaire. Donc, Maestra, ce deck est jouable. Ce deck est tout à fait jouable, parce que Tess en plus se remonte avec vos toiles de tromperie et vos Shadow Step. Je ferai une vidéo sur ce deck qui arrivera plus tard dans la semaine, ou ce week-end, je pense qu'elle arrivera ce week-end la vidéo. Que j'ai un peu testé, pas des masses, mais que j'ai vu pas mal jouer et que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, avant, le problème de ce deck, c'était que Maestra, ça vous mangeait votre tour 5, quoi. Vous deviez blank votre tour 5 pour jouer une 6-5, et ça, vous aviez jamais la tempo de le faire. Maintenant, la tempo, vous l'avez. Vous l'avez parce que vous la jouez sur 2, une 3-2 pour 2, c'est ok. Et derrière, le héros, vous le jouez quand vous voulez. Vous pourrez le réduire, vous pouvez curver ça avec la petite pirate pour 3 qui fait que votre prochaine carte d'une autre classe coûte 2 cristaux de moins. Donc c'est très bien en fait, c'est vraiment très bien. Maestra n'est plus un poids dans le deck, n'est plus une carte que vous peinez à jouer. Maintenant vous pourrez tout simplement la slam ou la mettre dans un tour en compensation. Vous faites prep achat douteux sur votre tour 4 et derrière vous jouez Maestra et c'est très bien. Donc voilà, pour ça refait vivre un peu l'archétype du voleur Tess, qui n'est toujours pas top tier évidemment. Parce que bon, c'est un deck, voilà, c'est de l'anti-contrôle, hein, c'est de la grid, ça va tuer au long terme, c'est un deck infini. Et il faut réussir à setup la combo. Mais maintenant, la combo est beaucoup plus facile à setup, donc pourquoi pas. Je testerai le deck, il m'a l'air tout à fait sympa. Et voilà, c'est un très bon changement. Eudora qui passe de 4-5 pour 5 à 4-5 pour 4. Elle était jouée déjà en Rogue Imbue. Elle va toujours être jouée. Voilà. Sauf que maintenant, on pourra la drop un tour plus tôt. Le seul problème, c'est qu'on perd le slot à 5. C'est-à-dire qu'elle était jouée pour remplir le slot à 5 pour Elise. Là, le truc, c'est qu'on devra jouer une autre carte. Donc, le fait de jouer Eudora aujourd'hui, le fait de la garder dans le deck, ça va vous obliger d'enlever une autre carte. Et c'est pas forcément agréable à faire. Mais c'est broken, quoi. Ça reste broken, donc voilà, vous la jouerez un tour plus tôt, vous aurez les récompenses un tour plus tôt, c'est très fort. La carte est pas... la carte, ça va pas changer la phase du deck, mais c'est bizarre de buffer une carte qui est déjà jouée et qui est déjà pas trop mal. On change de classe pour aller en mage. Yogg à ressort, du coup ça coûtait 8, ça lance 5 sorts aléatoires et coûte 5 cristaux ou plus si votre deck ne contient pas de serviteur, hein, donc c'est un sort pour les decks full spell. Maintenant il coûte 7. Alors ce sort était bien à une époque
où mage spell quête était un peu revenu sur le devant de la scène. Pour moi, il a énormément perdu en valeur avec l'ajout de tout ce qui est les masques. Il y a beaucoup de nouveaux spells qui ont absolument rendu le pool de Yogg à ressort très très faible. Des gros spells qui étaient très mauvais. Et en fait, pour moi, la carte n'est pas jouable, pas parce qu'elle coûte 8, parce que avoir un bon Yogg à ressort, c'est presque impossible. En fait, votre Yogg à ressort va soit a beaucoup plus de chances de clear le board que de vous en poser. Donc, et il a beaucoup plus de chances aussi d'interagir avec le board que de le clear. Donc en fait, c'est ça le problème de tous ces masques et de tous ces nouveaux sorts, chers, c'est que en fait, vous allez avec votre Yogg à ressort interagir avec votre board ou le détruire. Mais ça n'a aucun intérêt en fait de faire ça, tout simplement parce que vous n'êtes pas un deck qui pose du board. Vous avez envie soit d'installer du board avec ce sort, donc avec des tsunamis, avec des champs de marins, des trucs comme ça, ou alors de clear le board de votre adversaire. Mais là, tous ces sorts qui interagissent avec votre board, ça rend vraiment la carte assez faible. Donc je pense que le fait qu'elle coûte 1 de moins ne comble pas le problème lié au pool de sorts à 5 ou plus qui est aujourd'hui vraiment très mauvais. Et ensuite, là, on va passer vraiment à des choses qui me tiennent à cœur. On va commencer par l'artificier ingénieux. Donc l'artificier ingénieux, ça va de pair avec la pilote d'Excadrarch. Pour moi, ça, c'est vraiment des très très bons changements. Ça donne vraiment un vent de fraîcheur sur le jeu. Donc l'artificier ingénieux qui fait que le prochain Draenei que vous jouez vous refresh d'autant de cristaux de mana qu'il n'a d'attaque. Il coûtait 5, désormais il coûte 4. Et la pilote d'Excadrarch qui en salve invoque une autre pilote d'Excadrarch. Et qui à la fin de votre tour inflige 3 points de dégâts à un adversaire aléatoire, coûte désormais 6, elle coûtait 7. C'est un excellent changement. Une vidéo sur le mage Excadrarch sort demain, à l'heure où cette vidéo est publiée, hein, elle sort demain. Donc n'hésitez pas à aller la voir. J'ai cook un petit deck un peu mage tempo, et ça m'avait manqué de faire de la tempo sur Hearthstone, de faire un bon deck tempo qui fait pas des plays complètement dégènes, mais voilà, qui s'installe, qui met des petits dégâts, paf, et qui au bout d'un moment va sortir une bonne combo. Parfois c'est dégène, mais pas tout le temps. Ça m'avait manqué, j'aime beaucoup ce changement, ça accélère votre play. C'était ça le problème de mage, c'était que de mage Excadrarch, de mage Draenei, c'était que c'était trop lent. L'artificier ingénieux, du coup, ça se met très bien aussi avec Ataru. Vous faites artificier sur 4, Ataru sur 5. Et ça vous refresh tous vos cristaux de mana. Donc c'est extrêmement fort. J'aime énormément ce changement. Je l'ai beaucoup joué, du coup, comme je vous le disais. J'ai testé plusieurs versions du deck. Moi, la version qui me plaît le plus, c'est la version tempo avec les cartes du paladin et notamment l'arme, le maillet, le volet, le volet maul, je crois, en anglais. En français, je sais pas comment il s'appelle. Le maillet de volet. Maillet ball. Mais voilà, pour moi, ça devient fort, ça devient une bonne combo. Vraiment, c'est un deck qui, à mon avis, a vraiment sa place dans la méta. Je sais pas si au long terme, il l'aura toujours, mais pour l'instant, je trouve ça vraiment très fort. Il souffre un peu de la 6-6 pour 7 de corne noire, parce que vous avez besoin de petits sorts pour activer votre pilote d'Excadrarch. Mais en réalité, si vous laissez votre adversaire faire ça sur tour 7, c'est que vous avez merdé quelque part. En principe, vous êtes censé mettre de la pression. Parfois, on fait pas des bonnes games, mais en principe, vous êtes quand même censé mettre un minimum de pression et ne pas laisser ce tour 7 vous tuer. Tout simplement. Mais voilà, vraiment, j'adore ce changement. Je l'ai beaucoup joué, je continuerai de le jouer. N'hésitez pas à me rejoindre en stream presque tous les jours. Entre début d'après-midi et début de soirée. Parce que voilà, je vais jouer ce deck, je vais le spammer. Vraiment, c'est probablement mon deck préféré actuellement dans le jeu. Rapt Céleste, maintenant on passe à une autre classe qui me tient à cœur, parce que comme je vous ai dit, on finit sur ce qui est important. Démoniste Aggro, une vidéo est sortie hier sur Démoniste Aggro, j'en referai certainement parce que j'adore ce deck. Le Rapt Céleste qui coûtait 2 cristaux, vous obtenez un démon aléatoire réduit son coût de 2 cristaux répétable pendant ce tour, donc c'est écho en réalité, coûte maintenant 1 cristal, donc c'est absolument pété, ça vous donne une quantité de value phénoménale. C'est vraiment très très fort quoi. Vous pouvez le jouer et jouer des démons sur le même tour, faire un gros board et en plus ça vous fait une main. Si vous avez réduit avec le petit élémentaire 2-3 qui fait que vous réduisez tous les démons qui ne viennent pas de votre deck, il coûte 3 de moins
Et mine de rien, vous jouez une carte pour 1 mana et vous récupérez un démon qui coûte 3 de moins. Donc vous gagnez 2 mana à chaque Rapt Céleste. Et vous pouvez le jouer si vous êtes tour 5, vous pouvez faire 5 Rapt Céleste dans le tour. Donc vous gagnez 10 mana. C'est un mana cheat de 10. Et ok, parfois vous allez avoir que des démons très lourds. Et c'est pas de chance, mais de manière générale, vous allez souvent avoir des démons pas trop chers. Voire des démons à 1-2, voilà, si ça se passe pas très bien. Mais souvent, vous allez avoir des trucs jouables. Vous avez plein de démons à très, très peu cher, à 0 ou à 1. Vous avez des démons à 3. Vous avez le démon qui fait des secrets. Vous avez le démon qui se duplique. Franchement, vous avez un grand panel de démons qui sont très, très forts. Et surprise, une carte réduite de 3, c'est toujours meilleur qu'une carte réduite de 0. Donc non, Rapt Céleste, vraiment, c'est vraiment la bonne surprise. Hein. Quand j'ai vu le patch, je m'attendais pas à voir cette carte jouer, mais en fait, elle est vraiment très 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 puissante. Je suis en 15-3 je crois avec le démoniste aggro en top 50 hein. Je suis pas en top je suis pas dans un rang obscur où il y a que des decks ultra greedy. Je suis vraiment en top 50 et j'ai un excellent win rate avec ce deck. C'est très dur de perdre. Donc franchement foncez avant que cette carte rota parce que c'est vraiment un pur plaisir de la jouer. Donc très très bon changement qui rend la carte très très forte. Archimonde aussi qui rentre aussi dans ce deck, hein, qui passe de 7-7 pour 7 à 6-6 pour 6. Je sais pas s'il était 7-7 ou s'il était 6-6, je sais plus. Mais bon, il passe de 7 à 6. Ça change pas la vie, mais c'est juste mieux. Voilà, pour rappel, il réinvoque tous les démons que vous avez joués pendant cette partie qui ne venaient pas de votre deck. Donc tous les démons que vous avez générés. Donc avec le Rapt Céleste, c'est très bien. Et voilà, parfois vous pouvez faire des gros tours de Rapt Céleste sur 4 ou sur 5. Votre adversaire vous clear, sur 6 vous envoyez Archimonde, vous terminez la game. Archimonde, c'est une mécanique de comeback. Vous avez pris le board, vous l'avez perdu, vous faites Archimonde pour le reprendre. Donc c'est très fort contre la tempo. Hein. Les War, par exemple, War Dragon n'arrivent pas à s'en sortir hein, de cet Archimonde. Donc voilà, juste pas mal, juste bien, ça rentre très bien dans le deck. C'était injouable avant parce qu'aucun deck comme ça n'était jouable, hein, parce qu'on partait plutôt vers du long terme, vers de la value. Archimonde ça faisait penser à de la value, mais là maintenant Archimonde ça fait penser à de l'aggro, ça fait penser à de la top curve d'un deck aggro en fait. C'est la carte la plus chère de votre deck aggro. Donc voilà, c'est bien, ça rentre bien dans le deck. Et jouez-le encore une fois avant que ça rota. Pour ceux qui l'ont, parce que je sais qu'Archimonde c'est pas une carte que vous avez nécessairement crafté. Mais voilà, ça se met vraiment très bien dans ce spot. Ténèbres annoncées, bon je l'ai mis en démo parce que j'ai fait classe par classe, mais Ténèbres annoncées évidemment ça reste une carte complètement même, hein, de 2 à 1 mana c'est toujours très nul. Commandante cramoisie, bon j'ai mis les neutres à la fin, donne plus de 1 à l'ensemble des drainés de votre main en cri de guerre et d'agonie. Avant c'était plus 1-1, c'est nul. C'est nul, même en mage, drainé, même dans les decks drainés, c'est pas jouable. Hein. Ça sert à rien de donner 1 d'attaque de plus, enfin, c'est pas jouable tout simplement. C'est peut-être bien juste pour le comment il s'appelle, le DK 2 vert 1 rouge, parce que le DK 2 vert 1 rouge peut la découvrir sur son sort à 3, et du coup ça buff de 2-1 le Draenei qui pioche et Maladar. Du coup voilà, vous gagnez 1 d'attaque de plus. Non, parce que c'est la réincarnation, donc vous gagnez 2 d'attaque de plus. Votre Draenei va passer 6-4 au lieu d'être 4-4, et votre Maladar va passer 9-7 au lieu d'être 7-7. Voilà. Si vous touchez ça et qu'ils sont dans votre main. Donc c'est nul, mais bon, il y a peut-être une circonstance où ça aura un intérêt. Moi je pense que c'est absolument inutile. Et la dernière carte c'est Mystifix, ça je voulais en parler à la fin. Je vais pas vous faire le détail de tous les decks. Il y a plein de chaînes YouTube, plein de gens qui ont fait. Moi j'ai pas trop envie de jouer Mystifix, je vous avoue. J'ai un petit peu la flemme. Surtout je crois que je l'ai pas, hein, faudrait que je le craft. Il y a plein de decks qui sont devenus très très forts et très très durs à contrer. Moi ça me plaît pas des masses de me tomber contre du Mystifix et de me faire niquer parce que tu peux pas être fort et bien jouer Mystifix. Hein. Mystifix il faut chatter. Il faut chatter déjà le bon deck, le bon match-up, il faut chatter les cartes que tu pioches. Enfin c'est nul Mystifix. La moitié des decks sont purement basés sur la chance. Donc voilà, moi j'aime pas la carte. Il a été buffé. Je vous laisserai aller voir le détail hein, sur le site d'Hearthstone. Pour voir les changements des decks, mais voilà, il y a une refonte de ces decks juste avant sa rotation, ce qui est curieux, mais pourquoi pas. Et voilà, on l'a vu pas mal en ladder, pas des masses, hein, il a surtout été vu le premier jour où il faisait des bons, il y a certains decks qui étaient juste trop forts. Démoniste c'est toujours trop fort, maintenant chasseur c'est super fort aussi.
Donc voilà, c'est Mystifix, c'est pas quelque chose de très impactant pour la méta, mais bon, je me dis pour le garder pour la fin, ça peut être pas trop mal. Il y a des decks qui sont maintenant fun à jouer, ça crée du contenu, hein. Moi j'aime bien regarder des vidéos YouTube sur certaines chaînes de gens qui jouent Mystifix. Mais voilà, la carte n'est toujours pas compétitive, et aujourd'hui elle marche peut-être parce que les decks sont sous-opti, mais dans 2 semaines, on n'en verra plus un en top ladder. Et voilà, ce sera tout pour cette petite review des cartes changées de ce patch. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, ça m'intéresse vraiment de savoir, de connaître votre avis. Moi, du coup, comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez compris pendant cette review, j'aime bien. J'aime bien ce que ça fait, j'aime bien la résurgence de certains decks tempo, j'aime bien le fait que certains decks combo aient été complètement détruits. Bien que, voilà, je le répète, hein, cette carte, elle ne peut pas rester en l'état pendant 2 ans. C'est impossible, hein. Ou alors, il faut vraiment que le jeu parte dans une toute autre direction. Parce que là, en l'état, si, si cette carte reste comme ça veut dire que pendant 2 ans, on ne pourra plus jamais jouer de deck combo. Juste parce que si un deck combo devient un peu trop prédominant dans la méta, certains decks vont tech 7-6-6 et vont complètement détruire tous les decks combo. Mais voilà, sinon dans l'ensemble, moi j'adore ce patch. Ça va me donner, ça m'aide bien à revenir dans le jeu là parce que la méta vraiment me plaisait pas dernièrement. Donc ça me fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Dites-le moi en commentaire. Et sur ce, bah moi je vais vous souhaiter une excellente fin d'après-midi, fin de soirée, et on va se dire à demain dans la prochaine vidéo. Salut, salut!